Merci beaucoup Hervé Struck pour ce retour historique sur les 40 ans de CB. Comme vous venez de le dire, eh bien, le passé montre le chemin de l'avenir. Donc cette remise en perspective va effectivement nous permettre de nous projeter vers l'avenir et de voir quels sont les grands enjeux qui vont intéresser tout cet écosystème du paiement français au travers des 2 tables rondes que nous allons avoir maintenant dans cette seconde partie de la matinée. CB fédère autour du paiement par carte et mobile, effectivement, tous les acteurs qui gravitent dans l'écosystème du paiement, des banquiers aux industriels, évidemment les commerçants, les e-commerçants de proximité jusqu'aux institutionnels, sans oublier bien entendu le grand public via ces fédérations et associations représentatives des consommateurs. Nous allons donc voir tout de suite lors de la première table ronde en quoi la proximité de CB avec son système crée de la valeur et permet de faire moins cher, plus beau, plus efficace. Je vais appeler tout de suite les intervenants de cette première table ronde à me rejoindre ici sur la scène. Tout d'abord, Yvan Vincent Viry pour Vinci Autoroute, William Olgiati pour Amazon, Jean-Paul Dalmas pour Nepting. Je crois qu'il avait un peu de retard, mais il va nous rejoindre. Venez, venez sur la scène, venez me rejoindre. Renan Lebot pour le GIE-CB, bien sûr. Olivier Uriata pour la Fédération du commerce associatif et associé. Bonjour à tous, merci de me rejoindre. On va s'installer ici. Allez-y, venez. Je vous laisse vous installer. Tout le monde est là finalement. C'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Renan, on va commencer ensemble cette table ronde pour son introduction. Quelles actions, quels produits, quels services vous avez co-construits tous ensemble en cette année 2024 et peut-être même avant, et puis pour quelle création de valeur, et puis après on verra dans un second temps évidemment quelles sont les perspectives pour 2025 et le futur. Donc je vous donne la parole, Renan, en introduction. Vous allez nous expliquer pourquoi il est important pour vous de mettre en avant et en valeur ces produits et ces services co-construits. Merci. Le sujet, quand on a réfléchi à la préparation de cette table ronde, au niveau des équipes, il est venu assez naturellement. Parce qu'il était assez logique, un peu dans le fil de ce qu'on essaie de faire dans le cadre de Dynamique 2026, quand on a créé la direction de la distribution et de l'animation commerciale au mois de juin de l'an dernier. On a assez rapidement, sous l'impulsion de Philippe, lancé une grande étude qu'on a appelée Grand Angle. Enfin, en interne, Philippe appelait ça les interviews de Renan, parce qu'on a fait une centaine d'interviews sur tous les acteurs de l'écosystème CB. Et le but de cette étude était de recueillir un peu le sentiment de tous ces acteurs, le feeling qu'ils avaient vis-à-vis de CB. Pas forcément quelque chose de rationnel, pas forcément quelque chose d'argumenté, mais leur ressenti. Qu'est-ce qui marchait pas, etc., etc. Ce qui était clairement du pain béni pour nous, parce que ça a clairement permis de structurer la direction, donner les objectifs, voir ce qui était important de ce qui ne l'était pas. Et très clairement, on a eu de belles et de bonnes surprises. Et l'une d'entre elles était un mot qui revenait très, très, très fréquemment, c'était la proximité que CB avait avec les acteurs. Et avec la signification que cette proximité avait, qui était très variable. Ça pouvait être on était carrément porté au nu sur la réactivité des collaborateurs CB quand il y avait une question. On n'avait pas du tout senti que le fait d'être basé à Paris, on puisse personnellement nous appeler par notre prénom, plutôt que de passer par un email qui va être traité à 10 000 ou 12 000 km, ça fait une grande différence quand on posait des questions. Du coup, le corollaire de ça, c'était la pertinence ou la qualité des réponses qui étaient apportées, qu'on ne sentait pas du tout et qui est clairement sorti du lot dans l'étude. On a eu aussi, du coup, à partir de cette pertinence, on voyait assez logiquement, de manière sous-jacente, les performances de CB. Je vais donner juste un exemple dans le e-commerce, qui est quand même le marché le plus féroce que l'on connaît. On a beau avoir 2 milliards de transactions, ça se bagarre tous les jours. J'allais dire presque tous les coups sont permis. Et d'un mois à l'autre, on voit bien que les parts de marché peuvent beaucoup fluctuer. On connaît l'attractivité de CB au niveau de ses coûts. On connaît l'attractivité de CB au niveau de sa lutte contre la fraude et des taux qu'on obtient. La Banque de France le dit tous les ans avec l'OSMP. Ce qu'on connaît moins, c'est les performances intrinsèques des solutions CB.
que ce soit sur le taux d'autorisation, que ce soit sur le taux de frictionless, que ce soit sur le taux d'amplification. Tous les outils qu'on a construits nous permettent d'avoir des avantages significatifs par rapport à nos concurrents et ils sont peu connus. Et ça, c'était la deuxième conséquence de ce qui sortait de cette étude, c'est que derrière tous ces atouts un peu opérationnels, ces performances, parfois même ces domaines d'excellence, hormis l'écosystème, pas grand monde le connaissait. Et derrière, on nous incitait quand même pas mal à nous dire, vous avez un petit succès d'estime, ce serait bien d'en faire un succès commercial. D'où l'idée de se dire, comment faire ? Et l'idée est née là, au niveau de ce forum, de partager un petit peu ça, de dire, invitons quelques acteurs de l'écosystème, de différentes entités, que ce soit des commerçants, des fédérations de commerçants, des banquiers, des e-commerçants, d'apporter leur témoignage de ce qu'ils ressentent et puis de dire concrètement en quoi la proximité avec CB, qu'on devine, parce que CB c'est un scheme domestique, donc on voit by design qu'on va être proche, mais en quoi ça leur a simplifié la vie, en quoi ça leur a créé de la valeur, en quoi derrière la collaboration de CB c'est concret et ça peut apporter des choses qui les intéressent dans leur activité à eux. On ne leur demande pas d'être sponsor de CB, mais de partager ce feeling avec nous, d'où l'idée. Eh bien, on va leur donner la parole, Ronan. Exactement. Le boulot est fait. On va commencer avec vous, Olivier Uriatia. Bonjour déjà. Merci beaucoup d'être avec nous. Normalement, votre micro va marcher sans que vous n'ayez à le toucher, je pense. On fait un petit test. Vous le touchez, sans appuyer sur le bouton, je veux dire. De la Fédération du commerce coopératif et associé. Merci encore d'être avec nous. Donc, effectivement, comme vient de le dire Ronan, en quoi CB est un partenaire de confiance pour tous les acteurs que vous représentez ? Et pour parler de cette notion de... Ça marche ? J'ai l'impression. Oui, ça marche. Disons, moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi à la Fédération du commerce coopératif et associé et j'ai découvert un écosystème, tout un tas d'acteurs en fait qui travaillent avec les grandes enseignes du commerce que nous représentons, en tout cas celles qui relèvent du modèle coopératif et associé, c'est-à-dire à peu près 160-180 enseignes en France qui couvrent en fait sur le commerce et sur les services une trentaine de secteurs d'activité. Alors, vous en connaissez un certain nombre, Intersport, Sport 2000, Optique 2000, Chris, Atoll, Leclerc, Intermarché, Coopérative Vue et beaucoup d'autres encore. Et en découvrant cet écosystème, j'ai découvert effectivement qu'il y avait tout un tas d'acteurs en fait, qui accompagnaient dans leur activité au quotidien ces enseignes et ces commerçants indépendants. Et notamment CB et d'autres, évidemment, sur les questions de moyens de paiement. Il se trouve que notre fédération a cette particularité, cette originalité, qu'elle a été créée en 1963 en même temps et par les mêmes personnes qu'un établissement financier agréé qui s'appelle Socorec et qui joue un rôle déterminant également dans l'accompagnement de financement de ces enseignes, de ces commerçants et qui participe au conseil consultatif du commerce chez CB et qui donc à œuvrer en fait à notre rapprochement, la fédération avec carte bancaire, parce que Socorec comprend très bien les enjeux justement liés aux questions financières et notamment les questions de paiement. Et en rencontrant carte bancaire, il nous est apparu tout à fait naturel, évident que nous avions beaucoup à échanger ensemble pour accompagner au mieux, puisque nous sommes au service de nos adhérents, et je pense que CB est au service de ses clients et donc des commerçants, que nous avions beaucoup à échanger et à faire ensemble à leur service. Alors nous, en apportant évidemment notre expertise, notre connaissance du terrain, c'est-à-dire des besoins et des attentes, des problématiques ou des enjeux de ces commerçants, et puis CB en apportant évidemment son savoir-faire politique, technologique, justement au service et économique, puisque on en parlait on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les questions de coûts afférents justement à ces moyens de paiement qui aujourd'hui sont devenus des sujets extrêmement sensibles et importants pour nous. Oui, effectivement, dans le commerce, on sait que les marges sont souvent un peu faibles. Compensées, en tout cas, il faut que le paiement ne soit pas trop cher, il faut qu'il soit très intéressant, il faut que les solutions soient innovantes. Donc tout cet écosystème-là est important pour vous. Alors oui, il est évident que tant pour le commerçant, pour le professionnel, que pour les clients,
il faut que les solutions soient adaptées. On parle de plus en plus, vous savez, de parcours client, enfin d'expérience client, parcours d'achat. Il faut que ce soit le plus fluide possible, qu'il y ait le moins d'irritants, le moins d'entraves, et notamment aussi sur les plateformes, le e-commerce, où on veut que ce soit facile, parce qu'on sait qu'il y a quand même des taux d'abandon dès que ça devient compliqué assez élevés, et donc autant d'opportunités d'affaires qui sont perdues. Donc ces questions technologiques, évidemment, sont très importantes. Et puis, il y a les questions de coût. Alors, soyons clairs, aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits. Ça n'est pas un secret. Nous sommes même assez mécontents de façon générale. Mais il faut le dire, CB offre les coûts de très loin les plus bas du marché. Ceci étant, vous l'avez dit, en fait, aujourd'hui, dans le commerce, en tout cas dans la grande distribution, les marges sont de 1 à 2%. Alors évidemment, on se rattrape sur les volumes. Sur les volumes de vente, oui. Évidemment. Et dans d'autres secteurs, hors grande distribution, les marges sont plus importantes. Mais les volumes, du coup, sont beaucoup moins élevés. Et je veux dire par là que vous fassiez 2% de marge avec beaucoup de volume, ou que vous fassiez 5, 6, 7% de marge, mais avec beaucoup moins de volume, on voit bien que si les coûts notamment avec Visa, Mastercard, sont 10 fois plus élevés qu'avec CB, c'est autant de marge qui est écrasée pour les commerçants. Donc au choix maintenant, dilemme cornélien s'il en est, soit le commerçant accepte de perdre une grosse partie de sa marge, soit simplement il la répercute en fait sur les consommateurs. Et on en vient à la question du pouvoir d'achat. Donc on voit bien que tout ça est très lié et qu'évidemment, notre rôle à nous, c'est de nous faire le porte-voix de nos adhérents. Et aujourd'hui, nos adhérents s'inquiètent, se préoccupent fortement de ces questions de coûts qui sont de plus en plus élevés, parce qu'ils ne sont pas stables, ils sont de plus en plus élevés. Donc il y a ces questions-là, les questions évidemment de fraude. Là, on sait aussi que CB offre des garanties très importantes sur ce sujet. Mais voilà pourquoi nous souhaitions travailler avec CB, parce que nous considérons, pardon pour le bon mot, mais nous considérons que nous sommes un acteur économique de poids et que CB est un partenaire de choix pour accompagner justement tous ces enjeux. On va voir, merci. On va voir maintenant sur les autoroutes comment ça se passe avec vous, Yvan Vincent Viry, pour Vinci Autoroute. On sait que le paiement sur les autoroutes, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut que ça soit rapide. Personne n'a envie d'attendre à la barrière de péage. Du coup, ça fait un contexte de paiement très contraint. Effectivement, Perrine, je rajouterai 2 éléments complémentaires. Le premier, on est 100% sur automate, ce qui peut être anxiogène pour nos clients s'il y a un incident de paiement. Ils sont coincés dans une voiture, devant une borne métallique, l'automate, derrière une barrière et un feu rouge. Et nous traitons de grands volumes. Nous avons 300 millions de transactions monétiques par an sur le réseau Vinci Autoroute, soit à peu près une dizaine de transactions par seconde en moyenne, 50 à 60 transactions en période de pointe. Donc on a effectivement besoin d'un paiement qui soit rapide et sans incident. Et alors dans ce cadre très contraint, sur quel projet majeur vous avez travaillé avec CB ? Depuis qu'on accepte les cartes bancaires sur autoroute, on les traite technologiquement avec la piste magnétique, qui est devenu obsolescent technologiquement et très exposé au risque de fraude. Donc on a travaillé longuement avec le JECB pour trouver des alternatives. On n'a pas réussi à le mettre en place pour l'EMV Contact de par nos spécificités, avec notamment la non-saisie du code PIN qui crée des difficultés. Et donc, on a regardé de façon bienveillante l'apparition du sans contact qui correspond à notre modèle, puisqu'il n'a pas de saisie du code PIN, pas d'authentification. C'est aussi rapide que le traitement piste magnétique. Ça nous limite quelques frictions, comme des problèmes de lisibilité de cartes. Donc, on s'est lancé dans cette aventure avec intensité avec le JECB. Ouais, alors, comment CB, justement, vous a accompagné sur le marché spécifique des autoroutes françaises ? Là, CB a vraiment joué son rôle capital d'acteur de proximité. Comme l'évoquait Renan, le JECB a été à notre écoute. Donc on a pu se rencontrer, discuter longuement sur nos cas d'usage, nos frictions, et donc de définir ensemble une bonne trajectoire. On a regardé si on pouvait faire de l'open payment. On n'a pas retenu cette position, on a été sur le sans contact classique. On a travaillé ensuite avec les experts du JECB pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les risques d'incidents, de refus dans notre environnement à nous, pour déterminer un plan de fonctionnement qu'on espérait optimiser.
Et ensuite, le JSCB a joué son rôle de rapprocher les différents mondes, les commerçants et les émetteurs, pour présenter nos contraintes, nos souhaits, qui permettraient de bénéficier aux clients d'une meilleure expérience si on adaptait un petit peu le sans-contact classique à notre environnement autoroutier, ce qui nous a permis d'avoir des fonctionnalités complémentaires, comme la possibilité de payer en sans contact sur des seuils plus élevés que chez les autres commerçants, puisque nous, on n'a pas de repli confortable sécurisé, sinon ça devient un traitement piste magnétique. Vous êtes satisfait aujourd'hui de ces premiers résultats ? Alors, on a pu développer une solution optimisée autoroute. Donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes. On l'a déployée suivant le planning qu'on avait convenu. Et tout de suite, on a vu un bon taux d'usage du sans-contact. On a travaillé pour le mettre en valeur, ce service nouveau. Et on a réussi à avoir un taux de sans-contact qui est bien monté dans le temps, rapidement. Aujourd'hui, sur Vinci Autoroute, on traite à peu près 92% de nos transactions monétiques en sans-contact. Donc il nous reste plus que, mais encore, 8% de transactions pistes magnétiques, mais c'est très satisfaisant vu où est-ce qu'on était il y a quelques années. Et à terme, vous envisagez l'arrêt complet des pistes magnétiques sur les autoroutes ? Alors, on l'espère, à moyen terme. Moyen terme, c'est quel horizon pour vous à peu près ? On va dire 3-4 ans, mais ça reste encore incertain, parce que 8% de transactions sur 300 millions, c'est quand même beaucoup, et ce sont les pourcentages les plus difficiles à aller chercher. Par contre, on constate que l'usage du sans-contact progresse toujours sur autoroute comme dans le reste des commerçants. Donc on gagne encore un demi-point par trimestre, donc ça nous rend confiants. On a le sans-contact plus qui va arriver et qui devrait limiter le réflexe d'insertion carte pour le client. Donc on espère qu'on en bénéficiera sur autoroute, que le client n'aura plus ce réflexe de vouloir insérer sa carte. Et on a un plan d'action volontariste assumé de réduire l'usage piste magnétique et donc de rendre le parcours client plus difficile pour ce cas d'usage qui est moins pratique malgré tout et qui amène des risques de fraude. Et donc, au premier semestre 2025, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer à retirer la possibilité d'insérer la carte sur quelques voies de péage, quelques gares qui ont des taux de sans-contact très élevés, plus de 96-97% de taux de sans-contact. Et puis, si ça se passe bien, on va continuer à déployer ce dispositif et on espère tendre vers ce 0% de pistes magnétiques d'ici 3-4 ans. Mais bon, pour l'instant, c'est encore un peu prospectif. Merci, je reviendrai vers vous après pour voir un peu quelles sont vos attentes pour 2025 et au-delà. Mais je vais maintenant me tourner vers l'e-commerçant pour voir un peu quel est le regard d'Amazon sur ses relations avec CB, les principaux projets que vous avez menés ensemble et ce que vous attendez encore. Bonjour, merci d'être avec nous. Peut-être commencer par un ou deux petits points de contexte. Ce que nous gérons, moi et mon équipe, est essentiellement ce qu'on appelle la caisse enregistreuse d'Amazon. C'est pas forcément la manière la plus glamour de le décrire, mais c'est la manière... Qu'est-ce que vous appelez la caisse enregistreuse ? C'est finalement là où les clients vont faire la queue, même si ce n'est qu'une métaphore, là où il va falloir qu'on ait les bons moyens de paiement, les bons taux de disponibilité de ces moyens de paiement, le 99,99%, et puis la relation avec tous les partenaires pour améliorer cette expérience client lors du paiement à la caisse enregistreuse. Ce qu'on aime décrire, vous parlez d'écosystème ici, c'est nous on l'appelle la supply chain du paiement, ce qui va au-delà des partenaires directs, ça inclut évidemment les banques émettrices, les régulateurs, parce que chacun a son rôle à jouer. Et la manière dont on le gère après, qui est assez importante pour nous, c'est, j'entends souvent parler dans le paiement de paiement comme une commodité. Dans un monde bancaire, dans un monde de paiement, on a une vision parfois un peu réductrice, je trouve. Le paiement, pour nous, en tant qu'e-commerçant, c'est certainement le moment où le client a besoin de plus de confiance dans la manière dont ces données seront gérées, transférées, stockées, dans la manière dont le paiement sera processé, ou qu'est-ce qu'il se passe vraiment, sa compréhension à ce client de quand le paiement échoue ou prend plus de temps que prévu. Et finalement, quand on commence à le regarder comme ça, on parle d'un paiement comme une création de valeur, de commerce, plus que d'un centre de coût, d'une commodité. Et ça devient très important d'être au cœur de cette supply chain, comme CB peut l'être, et d'avoir de la flexibilité, de l'adaptation, parce que, je vais reprendre les mots de M. Citruc tout à l'heure, il y a un patchwork en Europe, on n'est pas les seuls, mais en Europe notamment, et ce patchwork-là fait qu'on doit s'adapter à chacune de ces supply chains locales.
Donc nous, c'est ce qu'on essaye de travailler, la manière dont on travaille dans cet écosystème ou cette supply chain avec CB, effectivement. Alors, quel projet, par exemple, vous avez mené, vous avez co-construit avec CB? Alors, ce n'est pas spécifique à nous, mais l'exemple le plus majeur de cette collaboration-là, ou de rôle que CB a joué, c'est le DSP2 sur les dernières années. On voit que CB a joué un rôle de facilitateur, modérateur, arbitre dans certains cas. Le Low-Risk Merchant Programme est un très bon exemple de ça. On l'a vu, entre guillemets, en grinçant des dents un petit peu au début. On s'est dit, oula, une spécificité française, on va réinventer la roue, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, CB a établi une espèce de base commune. C'est posé avec un tracking de la fraude qui faisait foi, qui a fait qu'au sein de cette supply chain, on a eu des discussions qui étaient plus basées sur de la data, qui étaient plus constructives et qui nous a amené à des meilleurs résultats. Quand on compare ça dans le reste de l'Europe à l'Espagne qui fait du TRA ou qui ne l'honore pas une fois sur 5, arbitrairement, aléatoirement, au lieu de le baser sur du risque, ou à la Pologne ou le Danemark qui ne fait pas TRA du tout, parce que c'est effectivement des discussions beaucoup plus constructives. On a vu aussi CB jouer un rôle de modérateur dans un écosystème qui était un petit peu écarté, on va dire, entre des banques focalisées sur la conformité à tout prix et des marchands très inquiets de l'impact que ça allait avoir sur les parcours clients et sur le commerce. C'était des discussions qui étaient très importantes dans tous les groupes de travail auxquels on a pu participer. Parce que finalement, si on demande à nos clients, partout en Europe en l'occurrence, pourquoi ils choisissent un moyen de paiement plutôt qu'un autre, le choix numéro 1, ou la raison numéro 1, à 38%, c'est la facilité et la rapidité du paiement. C'est pas la sécurité. Le choix numéro 2, 32%, c'est la sécurité. Évidemment, on ne va pas compromettre la sécurité, ça va de soi. Mais ça veut bien dire qu'on ne peut pas compromettre l'un pour l'autre. Voilà, il faut faire attention. Et CB a joué ce rôle-là, effectivement, presque tous les jours, dans cette implémentation. Donc une garantie de vraie proximité avec le marché français. Oui. Ouais. Et ça se retransmet aussi dans le prix. Olivier en a parlé un petit peu, dans le coût, c'est un aspect important. Au-delà du coût même, ce que j'aurais ajouté à ce point-là, c'est la transparence de ce coût. Parce que quand on parle de transparence de coût, on est capable en tant que marchand de faire des décisions business sur mettre rapport ce coût avec la performance, avec la croissance des volumes. On est capable de prendre des vraies décisions. Et c'est une manière plus saine et constructive, effectivement, de gérer ce coût-là et cet aspect du business. Oui, cette transparence que vous trouvez fondamentale. Merci, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard aussi pour voir quelles actions vous souhaitez développer dans le futur avec CB. Je vais donner maintenant la parole à Olivier Juloux pour le Crédit Agricole. Bonjour, merci également à vous d'être avec nous ce matin. Et un peu la même question, c'est-à-dire en quoi CB pour vous est un acteur de proximité évidemment important et en quoi CB se distingue de la concurrence dans la construction des offres. Merci Perrine. Avant toute chose, je voudrais dire que je suis très honoré et fier de témoigner à ce forum CB, puisque CB existe depuis 40 ans et j'accompagne à mon humble niveau CB depuis plus de 20 ans dans son développement. Donc voilà, je voulais juste remercier CB pour son invitation. Aujourd'hui, en tant qu'expert fraude au Crédit Agricole, en fait, on a un double objectif. Toutes les banques ont ce double objectif. Alors, dans un contexte de respect de la législation, hein, clairement, c'est la base. On a un double objectif qui est à la fois de prévenir la fraude, mais à la fois de faciliter le parcours du client et donc fluidifier le parcours. Donc c'est vraiment ce double objectif qu'on a dans les équipes fraude. Et évidemment, hein, c'est la quadrature du cercle, c'est pas simple, mais c'est vraiment notre objectif. Et effectivement, on parlait de la DSP2 et de la mise en place de l'authentification forte. Ça a été un vrai challenge. Et là-dessus, CB nous a accompagnés l'ensemble des acteurs de l'écosystème, en particulier en mettant en place un programme et un service. Alors, je pense au programme Safer by CB, Low-Risk Merchant, effectivement. Ce programme c'était très malin, parce que c'est un programme qui a permis de faire en sorte de rapprocher les commerçants et les banques dans un engagement vertueux commun, finalement, d'un côté de respect d'un certain nombre de taux de fraude et de l'autre côté d'un certain respect en termes de
de frictionless. Donc c'était assez malin de la part de CB. Et puis je pense aussi évidemment au service Faster. Le service Faster, c'est un outil qui nous permet de lutter contre la fraude tout en proposant plus de frictionless pour les clients. Et ces deux services, si je me mets un petit peu, si je remémore la façon dont ça a été fait, ces deux services ont été co-construits avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème parce que c'est l'ADN de CB, clairement, et parce que finalement, concrètement, comment on l'a fait, je pense à un certain nombre d'instances de CB qui ont permis de rendre réelle cette co-construction. Je pense au Conseil consultatif du commerce, je pense au club utilisateur lutte contre la fraude. Voilà, ce sont des instances qui nous permettent de discuter entre nous et qui sont animées par CB et qui nous permettent justement de rendre réelle cette co-construction. Oui, co-construction que vous allez poursuivre, des perspectives de développement. Oui, exactement. Ces derniers mois, on a beaucoup travaillé avec CB sur deux services, le token commerce et le service updater. Donc ces deux services, de la même manière, ils visent à réduire encore la fraude et également améliorer le parcours du client dans un contexte plus particulièrement de one-click ou d'abonnement. Typiquement, c'est vraiment l'objectif, c'est toujours sur le e-commerce. Si je repense à la façon dont ça a été construit avec CB, alors de manière très égoïste, côté banque, on voit qu'évidemment, c'est toujours dans un contexte de respect de la réglementation, mais également, ce qui est assez important, c'est que CB a pris en compte nos besoins côté banque et côté client de protection des données. Donc typiquement, j'ai entendu un terme très récemment, c'est RGPD by design, et pour le coup, c'était le cas dans la construction de ces deux nouvelles offres. Donc bien RGPD par design notamment. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la protection des données, ça veut dire le consentement du client au moment de l'inscription dans le service. Donc là, pour le coup, ça nous a beaucoup aidé côté banque, parce qu'on a évidemment aussi cette obligation-là. Et puis également, il y a clairement pour la banque un enjeu très important en matière de maîtrise de l'autorisation. Donc en fait, côté banque, on conserve cette maîtrise de déclencher ou pas d'authentification forte et de également donner ou pas une autorisation. L'objectif étant au final de protéger nos clients de manière efficace et de manière proactive. C'est bien ça dont il s'agit. Merci. Jean-Paul Dalmas, je vais vous donner la parole maintenant. Vous représentez Nepting, qui est un fournisseur de nouvelles solutions. C'est le développement en fait, de solutions techniques pour des paiements sécurisés. Peut-être présentez-nous Nepting en quelques mots. Bonjour, merci de nous permettre de parler devant cet auditoire très expérimenté dans le paiement et dans la monétique. Donc, je vais parler de Nepting. Nepting est un opérateur technique, effectivement, comme on l'a dit, qui est spécialisé dans l'acceptation des paiements. Et l'acceptation de paiement, c'est vraiment au cœur de ce qui a été dit autour de cette table, que ce soit sur les autoroutes, au niveau des commerçants, au niveau du e-commerce. Et Nepting donc, est une société française. Je pense que c'est intéressant de le dire aujourd'hui ici, comme le nom ne l'indique pas, mais qui a conçu et qui opère et qui fournit des services d'acceptation de paiement, je dirais de nouvelle génération, adapté justement à toutes les problématiques qu'on vient d'entendre. On voit que le paiement aujourd'hui a beaucoup évolué, les automates, les kiosques, les parcours clients de plus en plus complexes pour répondre en tout cas aux besoins des commerçants, nécessitent un mode d'acceptation du paiement très adapté à ces nouveaux parcours. Et la construction de Nepting, avec Nepting qui a été créé en 2012 et qui a eu comme première phase un souhait de bien se développer en France, a beaucoup travaillé autour de CB pour justement intégrer CB autour de toutes ces complexités de l'acceptation. Et aujourd'hui, Nepting, c'est une société qui est en pleine croissance et en plein développement. On va opérer cette année plus d'1,3 milliard de transactions. Carte bancaire essentiellement en proximité, même si notre offre est très large et couvre tous les canaux de paiement de proximité, du paiement monétique intégré sur des caisses, sur des automates, comme on peut l'avoir aussi en canal de paiement
digital. Et aujourd'hui, sur ces 1,3 milliard et quelques, je pense qu'on va approcher les 1 milliard de traitements de transactions carte bancaire. Donc c'est pour ça que vraiment on est au cœur de ce sujet aujourd'hui autour de CB et de l'acceptation des paiements. Alors justement, quelle a été votre expérience avec CB dans l'accompagnement que vous recherchiez pour construire Nepting? Alors, quand on démarre une société en France et qu'on veut se positionner dans l'acceptation de paiement, ce qu'on a fait entre 2012 et 2014, la construction de notre solution, c'était pour nous inévitable et essentiel d'être assez proche de CB, parce que CB nous a apporté, dès le premier agrément que l'on a obtenu, je crois en 2014, la confiance des banques, des acquéreurs, des flux. C'est important, on ne peut pas démarrer en France sans avoir ce tampon-là. Au-delà de la confiance, c'est d'avoir un cadre qui nous permet aussi de donner confiance aux commerçants avec une solution qui a été validée, qui a été vérifiée, sécurisée. Et donc ça, dans la première étape, et c'est une expérience forte pour le démarrage de Nepting, et ça nous a permis vraiment d'enclencher le développement commercial. Et puis, on a vu très vite, avec le Covid qui est passé aussi au milieu, la multiplication de ces canaux de vente, de ces parcours clients et de ces complexités. J'entendais parler tout à l'heure de la problématique du sans contact sur les autoroutes. On a des sujets un petit peu sur tous les thèmes qui ont été abordés, les autoroutes, le commerçant, le e-commerce. Le fait qu'aujourd'hui, le paiement CB par carte et le paiement CB, c'est plus qu'insérer une carte, faire une saisie de code et récupérer un papier qui est le ticket. C'est aujourd'hui faire de la pré-auto, c'est faire du paiement sans contact très performant. C'est aujourd'hui faire de la location, c'est faire du digital avec un lien avec la proximité. Et mettre CB au cœur de toutes ces fonctionnalités, voilà, ça a été un travail qu'on a fait et sur lequel on a œuvré en relation avec CB. Et le cadre de spécification, le cadre autour de CB qui va être Elite, Franchise, PCERT, voilà, va permettre vraiment d'avoir une maîtrise, et aussi d'avoir une certaine validation globale qui va nous permettre une interopérabilité qui est très importante pour nous en tout cas, et l'interopérabilité vis-à-vis des banques acquéreurs, c'est aussi au cœur de notre stratégie pour offrir une solution d'acceptation aux commerçants qui va lui laisser une certaine liberté dans le choix de sa banque, dans le choix de son acquéreur. Et voilà, et l'interopérabilité est un mot qui est très important pour nous dans tout le contexte de CB. Donc des démarches, accompagnement dans les démarches d'agrément et de certification. Tout à fait, c'est essentiel et on y travaille beaucoup au quotidien, je dirais, sur ces aspects-là. Et je dirais l'infrastructure, tous les dispositifs de test, de validation qui se sont allégés aussi dans certains cas pour pouvoir faire plus rapidement parce que c'est vrai que c'est des processus qui sont assez longs, assez lourds. Voilà. Récemment aussi, on sent qu'avec l'accélération des technologies, des nouveautés qu'il faut intégrer vite, rapidement dans le paiement. Il y a aussi eu des évolutions sur ces processus, sur ces dispositifs pour qu'on puisse aller plus vite, parfois moins cher aussi, pour obtenir ces agréments et qui sont indispensables au déploiement sur le terrain. Renan, comment vous entendez un peu tout ce qui vient d'être dit là dans cette table ronde par rapport au rôle que vous jouez au sein de CB et puis avant qu'on se projette un peu tous ensemble vers 2025 et puis l'avenir, parce qu'aujourd'hui, même si on fête un anniversaire, les 40 ans, l'objectif, c'est bien sûr de construire au moins les 10 prochaines années. Déjà, un peu, quelle est votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre ? Quand j'écoute, on était parti de la proximité, j'étais arrivé évidemment, je suis le commercial de la bande, donc rapidement à la performance. Mais à chaque fois, dans toutes vos réponses, il y a une notion que j'ai un peu zappée qui apparaît, c'est celle de la confiance. Finalement, la proximité est source de confiance qui, elle, est source de performance. Et que, assez naturellement, le fait derrière qu'on ait un travail un peu collaboratif fait que derrière, on arrive à avoir tous ensemble des services qui sont efficaces.
et qui nous permettent probablement de prendre l'avantage dans les années qui vont venir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à voir, mais que finalement, c'est parce qu'on est acteur de cette performance qu'elle est tellement évidente qu'on finit par plus la mettre en avant et la promouvoir. Et c'est un peu ça qui est aussi une des nouveautés du réarmement dont parlait Hervé tout à l'heure. Mais c'est vrai que cet élément de confiance, j'ai le sentiment qu'il est vraiment au cœur de toute la proposition de valeur que l'on peut créer ensemble finalement. Donc 2 marqueurs assez forts, proximité et confiance. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Rutia? Non, mais non. Si. Je me suis dit la question, comment être original oui, non, bien sûr. Je pense que Renan a pris le bon bout. Et effectivement, il y a une proximité qui n'est pas une proximité qui vient de nulle part, ex nihilo, ou qui serait géographique, qui ne l'est pas, mais proximité qui s'est construite effectivement dans la confiance, la relation de confiance, précisément parce que, ce que je disais tout à l'heure, CB est un partenaire, un interlocuteur d'abord, et puis un partenaire fluide du quotidien, avec qui on peut aborder de façon directe, justement transparente aussi, les questions de technologie, les questions de dispositifs, les questions de coûts, les questions de sécurisation, alors des outils, des paiements, mais aussi de l'exploitation, de l'extraction, de l'exploitation, traitement, stockage des données. Donc, évidemment, tout ça, c'est des choses qui se construisent à chaque fois et jamais définitivement, puisque les dispositifs et les outils et les législations et le monde et les relations commerciales évoluent sans cesse. Mais en tout cas, un partenaire justement avec qui on est suffisamment en confiance pour retraiter à chaque fois, de façon continue, permanente, tous ces enjeux. Et dans le cadre de ce partenariat que vous construisez avec CB, quels grands enjeux vous identifiez pour les années à venir ? Non, mais je l'ai dit, je pense que sans être expert du tout, et je pense le moins de cette table ronde, je pense sur le plan technique, évidemment, il y a quand même des vraies questions liées à la technologie. Je crois comprendre quand même qu'il y a de nouveaux dispositifs, de nouveaux outils qui arrivent. Il y a également la question de l'intelligence artificielle et comment en tout cas elle va percuter, impacter justement ces questions de solutions de paiement et aussi de gestion de la data et ce qu'on va en faire derrière. Donc ça, c'est un enjeu en tout cas qu'on regarde de près. Et puis, je le répète, je le dis, bon, mais ça, c'est un truc de commerçant. Mais le coût, parce que quand on est commerçant, tout finalement vient du coût et retourne au coût. Il faut qu'on ait... c'est un marché, tout de même. Il y a des concurrents sur ce marché et il faut aussi, évidemment, enfin en tout cas, on est intéressé de faire affaire avec celui qui nous propose les meilleures conditions. Alors, attention, quand je dis les meilleures conditions de coût, pas que, de rapport qualité-prix pour le dire vulgairement, c'est-à-dire ce qu'on a en face du coût que l'on paye en termes de qualité de service. Olivier Julou, peut-être justement sur ces questions, d'une part de coût, et puis après les enjeux aussi technologiques, gestion de la data, comme vient de le dire Olivier. Oui, si je rebondis sur l'aspect confiance, clairement, moi quand j'entends confiance de la part de nos clients dans le moyen de paiement. J'entends en priorité ça. Et évidemment, c'est clé, parce que quelque part, à partir du moment où il n'y a pas de confiance, plus rien ne se passe. Et donc la confiance, ça passe par, alors je suis désolé, je prends la casquette fraude, lutte contre la fraude pour le coup, ça passe par le fait que le client a confiance dans le fait qu'il n'y aura pas de fraude. Et donc là, pour le coup, CB est très bien positionné en termes de lutte contre la fraude et en termes de taux de fraude. Et ça passe aussi par la maîtrise par le client de ses données. Donc en fait, ce sont 2 éléments clés qui assoient la confiance. Et pour le coup, c'est un travail au quotidien parce que c'est quelque chose qui est très fragile. On le voit clairement. Alors évidemment, c'est pas la grande majorité de nos clients. Il y en a très très peu qui sont fraudés. Mais lorsqu'ils sont fraudés, il y a une perte de confiance énorme dans le moyen de paiement. Donc voilà, c'est de notre point de vue quelque chose sur lequel il faut travailler au quotidien. Voilà. Merci. Maîtrise de la data, on parlait effectivement aussi technologiquement, ça fait partie des grands enjeux pour vous, Jean-Paul Delmas? C'est un enjeu très important parce qu'il y a beaucoup de les paiements par carte et le paiement globalement. Je veux dire, CB est une grande partie des paiements en France en tout cas, mais le paiement évolue très vite et il y a beaucoup de données qui peuvent, qui sont sensibles. Certaines qui sont sensibles, il faut les gérer avec la bonne sécurité. Certaines qui peuvent être intéressantes pour être exploitées
et optimiser, analyser des parcours d'achat, des parcours de vente. Voilà, donc nous, ça fait partie des enjeux, la sécurité, autour de la sécurité de la data. Et comme cela a été dit, hein, le coût ECB est compétitif sur le coût, donc pour nous, c'est important. C'est important d'intégrer CB et même vis-à-vis d'une certaine concurrence ou une certaine concurrence étrangère, de proposer en tout cas à l'écosystème français, aux commerçants français, des solutions où on a toujours fait attention à intégrer le scheme CB en priorité, comme il se doit dans les règles aujourd'hui. C'est ce qu'on veut offrir aux commerçants parce qu'on sent que c'est un des enjeux, des attentes en tout cas du marché. Vous êtes d'accord? Vous aussi? Oui, bien sûr. Le point qui va, je vais peut-être compléter ça effectivement, hein, à la manière d'Olivier un petit peu. En plus du coup, il va y avoir un challenge, à mon avis, qui sera sur la manière dont CB va rester compétitif quand le marché évolue. Et ce que je veux dire par là, c'est l'évolution des moyens de paiement. En France, on est un peu moins exposé, mais toute l'Europe bouge beaucoup. Donc, des paiements sur mobile, souvent basés sur des rails de paiement instantané. Comment tout ça va évoluer? Comment il va y avoir de l'interopérabilité? On a parlé très rapidement de Wero, de l'euro digital. C'est des sujets que on suit de près. On essaie d'apporter la valeur ajoutée d'un marchand, la manière dont un client peut transacter et pourra potentiellement adopter ses produits. Donc on est assez actif sur ces sujets-là, essayer d'apporter notre humble petite touche. Mais voilà, ce sera des points qui seront importants effectivement pour c'est des points CB reste vous attendez qu'ils soient développés dans le futur. Pour vous, ça fait vraiment partie des enjeux. Oui, oui, bien sûr. Est-ce ça va être en parallèle de tout ce sujet de souveraineté dont on a parlé un petit peu, mais qui finalement a beaucoup de solutions potentielles, avec beaucoup de solutions qui vont se contredire un peu les unes les autres parfois. Donc il y a beaucoup de mouvements. Donc voilà, comment rester compétitif dans ce beaucoup de mouvements. Il va y avoir beaucoup de solutions qui sont spécifiques à des pays qui vont essayer de s'étendre. Bref, c'est un environnement qui va beaucoup bouger. Un environnement qui va beaucoup bouger, c'est aussi ce que vous ressentez, Yvan, Vincent Viry. Et quelles sont pour vous les perspectives, les enjeux que vous souhaitez développer 2025 et puis dans les années à venir avec CB? Alors moi, je vais être un petit peu à contre-courant. J'attends pas avec impatience tous ces changements, parce qu'effectivement, nous, on a vécu beaucoup de changements récemment, à gérer, oui. À la fois technologiques, on a parlé du sans contact, réglementaire, avec en plus des normes qui évoluent tout le temps, comme PCI DSS, des protocoles d'échange, CB2A 1.4, 1.5, 1.6, avec des points quelque chose derrière. Donc nous, on serait plutôt en attente d'une stabilité dans notre environnement, pour pouvoir capitaliser sur quelque chose qui fonctionne bien, ce sans contact sur autoroute, on arrive à bien le digérer, à être performant. Et donc nos enjeux, à mon sens, avec le JECB, les émetteurs, les nouveaux acteurs, c'est comment dans notre cadre à nous, on arrive à pas déstabiliser cet équilibre de performance qu'on trouve. Donc à chaque fois que de nouveaux acteurs arrivent, comment on les intègre bien dans nos spécificités autoroute. Mais de notre côté, un peu de stabilité, ça nous fait du bien. Vous voulez réagir, Jean-Paul Dalmas? J'entends bien, et c'est vrai que c'est un enjeu important. Et c'est ça, aujourd'hui, pour moi, la solution d'acceptation d'aujourd'hui doit être évolutive. C'est-à-dire que c'est un peu obligé, parce qu'il y a des enjeux sécuritaires, des enjeux fonctionnels. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi dans notre stratégie de produit, c'est de pouvoir rapidement faire évoluer le système qu'on a mis à disposition du commerçant ou qu'on a mis sur un automate pour suivre les évolutions sécuritaires, les évolutions réglementaires, les fonctionnalités, sans tout remettre en cause à chaque fois, se dire c'est un déploiement, changer de terminaux, changer de... Voilà, donc ça fait partie, c'est pour ça que je voulais réagir, mais ça fait partie vraiment des solutions de nouvelle génération qui doivent évoluer et être presque chaque année en phase avec les tendances du moment et avec les contraintes réglementaires et sécuritaires du moment. Vous vouliez rajouter un mot? Sans oublier le client. C'est un peu pointillé dans ce que vous dites, mais si c'est disruptif pour nous, eux aussi, ils doivent s'adapter à chaque fois, redécouvrir. Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Marchand, effectivement. Pour le point de vente, oui. Voilà, si c'est déstabilisant pour le marchand, ça l'est forcément aussi pour le client quelque part. Donc, c'est ça qui est important, effectivement.
D'où l'importance de communiquer. Enfin, je pense qu'il y a des canaux là-dessus pour effectivement aujourd'hui le sans contact plus qui va permettre aux commerçants, aux porteurs de payer au-delà de 50 €. C'est important de former et d'enseigner auprès des porteurs. Là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Renan, peut-être en conclusion, oui, effectivement. Si j'écoute bien, le principe de base et la génétique, c'est de rester compétitif et attractif quoi qu'il en coûte. Ça, j'ai bien entendu. Les choses vont bouger. Mais finalement, ce que tu disais, Yvan, c'est qu'il faut qu'on reste le plus simple possible. On peut bouger, si les choses se gèrent correctement, c'est pas difficile, c'est pas un problème de bouger. Finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait les qualités du gendre idéal, finalement. Oui, oui, mais on sait qu'on évolue dans un environnement qui est quand même un petit peu instable et qui va assez vite. Oui, mais à partir du moment où les choses, on s'adapte, on arrive à les faire de manière assez simple, je pense qu'on réussit à résoudre un peu cette quadrature du cercle. Vous avez entendu aussi les autres mots clés de cette table ronde, Renan, notamment la question du coût et puis la question de la sécurité. Tout ça, ça procède de cet environnement? Pour le coup, oui, mais là, je pense qu'on touche à la génétique de CB, que ce soit l'attractivité économique et aussi de manière directe et indirecte par la lutte contre la fraude, sans derrière aller embêter le client, parce qu'effectivement, le but, c'est quand même derrière qu'il aboutisse au niveau de ses transactions et que du coup, cet aboutissement crée de la confiance dans le moyen de paiement qu'il utilise. Ça, clairement, ce sont des choses qui sont déjà les points forts de CB. Maintenant, sur les nouvelles évolutions dont on parlait, comment les rendre simples et efficaces pour que derrière, on ait un cercle vertueux qui se crée. C'est clairement ça le challenge qui y arrive, oui. Olivier, oui. Oui, je voulais rajouter un point quand même, parce que j'ai beaucoup insisté sur ce que CB apporte finalement aux commerçants. Je voudrais dire, puisqu'on fête les 40 ans de CB, aussi ce que CB apporte beaucoup plus largement au-delà, parce que en fait, dans une période où on dit la guerre économique fait rage, mais en fait c'est pas vrai, hein. La guerre économique ne fait pas rage depuis 3 ans, 4 ans, 10 ans, elle fait rage depuis toujours, hein, depuis le début de la mondialisation à la fin du XVe siècle. La guerre économique est une réalité entre nations et entre acteurs économiques. CB a été quand même créé à la base pour doter la France et ses acteurs, les clients, les Français en général et les acteurs économiques, d'un schéma de paiement national. Donc dit un outil de souveraineté. Ça peut paraître comme ça très éloigné de nos préoccupations du quotidien. Bon, je dois vous dire quand même qu'à chaque fois que j'achète quelque chose avec ma carte bleue, c'est-à-dire un latte, je suis très bobo, j'aime bien les lattés, à 6 € au lait d'avoine. Évidemment, c'est j'allais dire. C'est très cher. Mais je suis un pigeon, mais j'adore ça. Et donc, à chaque fois que je paye, je ne pense pas évidemment à la souveraineté française. C'est vrai. Je ne suis pas sûr non plus que les commerçants au quotidien qui ont besoin d'un outil de paiement, encore une fois, sécurisé, pratique pour leurs clients et en même temps à moindre coût, pensent à la souveraineté de la France tous les jours de la même façon. Mais il n'empêche que c'est un sujet éminemment important. Disposer de son propre schéma de paiement, s'assurer que justement on ne soit pas tributaire d'autres acteurs et d'autres puissances étrangères, que les datas seront probablement stockées en France, me semble quelque chose de primordial. Et je crois qu'il y a tout ce que CB apporte, mais tout ce que nous-mêmes, tous, en tant qu'acteurs, devons apporter à CB, puisque CB est notre partenaire, nous sommes aussi les partenaires de CB. Il me semble important de veiller justement à notre partenaire et à ce qu'il puisse continuer de se développer pour notre bien. Et la souveraineté des paiements, ce qui est effectivement une notion très très importante, et je pense que Philippe Lolani y reviendra dans sa conclusion tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde ce matin. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci.